En 1987, les élèves français faisaient en moyenne 10 fautes à cette dictée. Aujourd'hui, en 2023, ils en font 20. Depuis de nombreuses années, le monde académique ne cesse de répéter que le niveau d'orthographe en français est en train de baisser. Et comme bouc émissaire, on aime bien souvent montrer du doigt les nouvelles technologies. Alors dans cette vidéo, j'ai invité Carole Layet, docteure en sciences du langage mais également consultante en intelligence artificielle, pour discuter de ce sujet. Que se passe-t-il réellement avec notre orthographe? Sommes-nous en train de régresser? À l'heure où un bon nombre de regards sont tournés sur l'IA, on a essayé de voir ensemble comment ces outils ainsi que les correcteurs orthographiques peuvent au contraire nous aider à inverser cette tendance. Bonne écoute. Bon Carole, du coup pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le niveau d'orthographe en France est en baisse depuis plusieurs années? Est-ce que vraiment le niveau d'orthographe en France est en baisse depuis? J'ai fait une thèse sur les questions. Alors tu vois, quand on me pose une assertion comme ça, je la questionne et je dis mais vraiment est-ce le cas? Alors il est vrai que quand on, comme moi, on a été prof de français et qu'on corrige des copies d'élèves, des petits comme des grands, on se rend parfois compte de quelques fautes d'orthographe qui traînent. On pourra d'ailleurs revenir sur qu'est-ce qu'une faute d'orthographe, parce que on pourra discuter sur est-ce que c'est parce que j'ai oublié un L ou est-ce que c'est parce que j'ai oublié un S aux endroits qui vont bien. Est-ce que ça baisse vraiment? Je sais pas. C'est vrai que j'ai tendance à me dire, alors pour le coup on va pas prendre les enfants, on va pas prendre les apprenants, on va prendre LinkedIn sur lequel je surfe un peu et parfois je vois des fautes d'accord qui me hérissent le poil. Pour autant, on a un changement dans nos façons d'écrire qui est lié à l'orthographe et pas que. On a des nouvelles structures de phrases, des nouveaux mots qu'on intègre, qu'ils soient d'origine anglaise ou pas d'ailleurs, et ça transforme un peu tout ça. Alors il est vrai que parfois les fautes d'accord, j'ai tendance à en voir davantage que ce que j'en voyais quand je corrigeais des copies d'élèves il y a 20 ans au moins, je suis pas toute jeune, mais pour le coup je suis pas sûre que ça ait vraiment baissé. Ça change, ça c'est sûr, la langue est en mouvement, elle vit, et c'est pas une langue morte, et elle continue d'exister avec tous les changements qui vont bien. Ok, donc ça c'est le travail d'un linguiste, c'est bien ça? D'étudier les évolutions naturelles, si je peux dire ça comme ça, d'une langue? Oh, c'est joliment dit. Effectivement, le français, comme toutes les langues, par rapport et par opposition à des langues dites liées à l'informatique, le français est une langue naturelle. Le NLP, en anglais, Natural Language Processing, en français, on va l'appeler traitement automatique des langues naturelles. On rajoute le N pour TALN. Et effectivement, il y a ce côté naturel de la langue. Elle vit, elle grandit, elle évolue, elle change, elle a des modes. Et effectivement, les linguistes, dont je fais partie, étudient les évolutions. Alors après, il y a plein de sortes de linguistique. Il y a ceux qui font de la linguistique diachronique, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir ce qu'on faisait avant, dès le début de l'apparition du français, antérieur à 1500, postérieur à 1500, qu'est-ce qu'on fait au 19e siècle, qu'est-ce qu'on fait au 17e, comment on parle, comment on écrit. Il y a aussi ça qui est important, on différencie l'écrit de l'oral. Et puis, il y a des linguistes qui vont étudier la linguistique pragmatique, la linguistique en interaction. Il y a ceux qui font, coucou à Géraldine, ceux qui font les dictionnaires et qui sont donc des lexicographes qui vont s'intéresser aux mots comme entrée de dictionnaire, et les mots évoluent aussi dans leur sens. Donc il y a plein de sortes de linguistique, mais oui, globalement, on essaye tous d'étudier, soit selon un point de vue à un instant T, soit selon une période donnée, les évolutions de notre langue et des langues en général, puisque le français n'est pas toute seule au milieu de toutes les langues que l'on parle au monde. Et est-ce qu'il y a du coup un problème commun, j'ai envie de dire, que les linguistes détectent et que les autres détectent également au niveau de cette évolution de la langue? Alors, il y a forcément des problèmes parce qu'il y a des choses qu'on abandonne, des mots que l'on perd, mais il faut jamais perdre de vue qu'on a aussi des choses que l'on gagne. Et il y a un biais, on parle beaucoup de biais en intelligence artificielle, mais il y a forcément des biais par rapport à notre langue. C'est que moi, par exemple, je parle le français, je suis née en France de parents qui parlent le français, donc je suis une locutrice native. Le français est ma langue. Alors on dit maternelle, c'est toujours un peu particulier parce que ce rapport à la mère est assez bizarre dans la mesure où maman peut être une locutrice d'une autre langue
langue et vous parlez français. Mais voilà, je suis locutrice native du français. Donc ma langue de naissance, c'est le français. Et forcément, j'ai un attachement à elle. Mais elle vit avec moi, elle vit à travers moi. Elle change aussi avec moi. Il y a des expressions que j'ai volées à mon papa, que je vole à mon compagnon. Il y a des choses que je n'utilise plus. Il y a des expressions de ma grand-mère que je garde et où mes élèves me disaient « mais c'est super vieux ça, madame ». Et donc, elle évolue avec nous et ce biais est aussi fait d'affect. C'est-à-dire que comme on aime nos mots, nos façons d'écrire et certains éléments de la langue, quand ils s'utilisent moins, quand ils s'écrivent mal chez d'autres gens, on fait « oh, c'est moche, il ne sait pas le faire ». Il y a aussi ce côté tendresse avec notre langue qui fait qu'on trouve ça plus moche quand c'est quelque chose qui nous touche que quand c'est quelque chose qui nous est plus étranger. Ok. Alors, du coup, pour revenir sur ce que tu disais au niveau des fautes d'orthographe, qu'est-ce qu'on considère comme étant une faute d'orthographe ? Alors, dans les fautes d'orthographe, on peut en faire plein. On peut malheureusement être atteint de dyslexie. Alors j'ai presque envie de mettre un S parce qu'il y a plusieurs formes de dyslexie, de dyspraxie, de soucis liés à la pratique de l'écriture et liés à l'orthographe et aux mots. Donc fatalement, ça rajoute une difficulté, si j'ose dire. Donc les fautes d'orthographe, c'est à la fois toutes ces lettres qu'on oublie dans les mots, un mot avec une orthographe, on va prendre un exemple tout bête, la balade avec un seul L, c'est celle que l'on fait quand on veut se détendre et que l'on marche dans la forêt ou dans les rues de Paris, et la balade avec deux L, c'est celle que l'on chante pour endormir quelqu'un, pour séduire quelqu'un. Et bien là, on a un vrai problème orthographique lexical, c'est-à-dire comment le mot s'écrit. Est-ce que pomme prend deux M? Est-ce que parmi s'écrit avec ou sans S? Voilà, le parmi avec S, je le trouve très très laid et pourtant beaucoup l'écrivent comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? C'est de l'orthographe lexicale, sachant que ça change au travers du temps. On perd des accents, on en gagne, il y a des lettres qui tombent. Quand on fait de l'évolution phonétique, de la phonologie, de la phonétique historique surtout, eh bien on se rend compte que déforestation et forêt sont évidemment de la même famille. Il y en a un qui a gagné un accent circonflexe, l'autre a gardé son S. Et en fait, on apprend assez vite que le S, quand il tombe dans forêt, eh bien, il fait gagner, je ne vous ferai pas tout un cours de phonétique historique, mais il fait gagner l'accent circonflexe. Voilà. Donc, je disais à mes élèves, pour savoir où est l'accent circonflexe sur forêt, vous vous souvenez de déforestation, vous faites tomber le S, il gagne l'accent circonflexe. Voilà. C'est la voyelle d'avant qui gagne l'accent circonflexe. Et ça change. Et donc, faire tellement l'orthographe lexicale, c'est à la fois très facile parce qu'on peut vérifier dans le dictionnaire comment ça s'écrit. Aujourd'hui, quasiment, dès qu'on écrit un message sur nos téléphones, il y a des correcteurs orthographiques qui viennent et qui nous corrigent les mots que l'on écrit mal. Et puis, il y a tous ces problèmes. Et là, on sort du lexique pour gagner la morphosyntaxe, la grammaire, la construction d'une phrase. Et il y a tous ces problèmes d'accord. Donc, les fautes. Est-ce que c'est encore une faute d'orthographe, une faute d'accord? C'est toute la question. Est-ce que quand je mets « et » accent aigu à la place de « er » parce que je ne sais plus conjuguer mon verbe et que j'ai oublié que c'était un participe et pas le verbe originel, eh bien, est-ce que je fais une faute d'orthographe? Est-ce que je fais une faute d'accord? Il n'empêche que de manière générique, ça sera une coquille dans un texte et on dira que c'est un problème d'orthographe. Voilà. Et en tant que professeur de français, du coup, comment est-ce qu'on s'habitue dans l'enseignement de ces évolutions de la langue? Alors, est-ce qu'on s'habitue? Je ne sais pas, parce que mon boulot, je ne suis plus prof maintenant, mais mon boulot quand j'étais prof, c'était aussi de permettre à des élèves de pouvoir corriger leurs fautes. Donc, éventuellement, de bien les repérer pour leur dire hey, « attention, il faut que tu fasses attention là », soit de les souligner, soit de corriger avec eux. Il y a plusieurs possibilités. Mais c'est vrai que c'est particulier en français, ça peut être difficile. En français, il y a ce qu'on appelle, comme dans toutes les langues, la segmentation en mots. Donc, j'ai des mots et puis je segmente et ça donne une phrase. Récemment, j'écoutais d'un air un peu distrait une émission qui parlait de CBD, donc qui parlait d'addiction, vous voyez la thématique, et qui parlait de cannabis, etc. Et puis moi, j'étais complètement dans autre chose, j'étais en train d'écrire quelque chose et j'ai entendu CBD. C'est bande dessinée. CBD, c'est BD. Eh bien, il y a un cas, j'ai un mot, un acronyme. L'autre cas, j'ai deux mots. C'est ça, la segmentation en mots. Et en français, c'est pas facile.
En français, la gare de l'Est, si vous oubliez l'apostrophe, elle devient lesté. Et on s'en sort moins bien. Le château d'eau, certains transcripteurs automatiques vont écrire DOS parce qu'ils ont un problème d'apostrophe. Do, DOS, do, D apostrophe EAU. Voilà toute la problématique du français. C'est que les sons en français sont parfois mensongers, sont doubles. Alors vous pourrez me dire qu'il faut faire la différence entre du lait cahier et les cahiers d'écriture. Moi, je le fais très très mal, c'est-à-dire que l'ouverture que l'on doit avoir et la fermeture qu'on doit avoir parfois sur certaines voyelles, moi je le fais super mal, parce que je suis née au Mans, parce que je parle vite, parce que mon accent, pas mon accent, etc. On a tous un accent finalement, et quand on parle vite, on a tendance à manger les phonèmes, c'est-à-dire les sons en contexte, et à faire des choses qui ne sont pas toujours très jolies et qui segmentent éventuellement mal nos phrases. D'une part, ça explique les fautes et les erreurs des systèmes automatiques, et puis d'autre part, ça dit aussi toute la difficulté qui est de bien écrire en français sans faute d'orthographe. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est intéressant d'utiliser un correcteur orthographique pour justement contextualiser un petit peu ces phrases et ne plus faire de fautes dedans? C'est super intéressant parce que, en plus, à force, on finit par se dire « mince, je la fais toujours cette faute-là, je vais essayer de m'en souvenir ». Et quelques mots comme ça, où on sait tous que « ah mince, on a un doute ». Et puis, je me souviens d'un élève qui voulait absolument écrire « cauchemar » avec un D. C'est très fréquent comme faute d'orthographe chez les enfants, et c'est normal parce qu'on dit cauchemardesque. Et donc, l'envie, comme cauchemar, déjà, c'est pas sympa comme mot parce que ça dit quelque chose de pas sympa, même s'il faut pas faire d'amalgame entre le son, la forme du mot, et puis son sens, ce qu'il en dit. Ça, c'est le triangle du signe de Saussure. Et bien sûr, il n'y a pas de lien dans les éléments de ce triangle. Pour autant, on a tendance, sur les mots qu'on n'aime pas ou sur lesquels on a un petit frémissement à se dire celui-là. Et donc, on complique et on essaye de mettre un D à cauchemar qui n'en a pas besoin. Et donc, le correcteur orthographique vous l'enlèvera parce que cauchemar avec un D n'existe pas. Donc, on peut l'oublier, celui-là. Donc, c'est très utile. Le problème des correcteurs orthographiques, parce que je sens que tu vas me dire oui, mais comment on fait ? Le problème du correcteur orthographique, on va revenir sur les difficultés du français et l'homonymie et l'homophonie, les sons et tout ce qui va avec. Comme c'est un peu compliqué cette affaire, cette histoire, tu l'as bien dit, de contexte. Et donc le correcteur orthographique, il a souvent besoin de connaître ce qu'il y a avant pour savoir comment on écrit. Typiquement, mon balade de tout à l'heure, il faut savoir si je chante ou si je me promène, et c'est le contexte qui va me le dire. Un S, il faut savoir si avant j'ai fait du singulier ou du pluriel. Le pire en français, les verbes du premier groupe, comme chanter, vont avoir un participe passé, chanter et, qui peut prendre un E au féminin, chanter et E. Eh bien, la chanson, elle est chantée, le morceau est chanté. Eh bien, il faut que je connaisse morceau est chanté, chanson est chantée. Il faut que je remonte 2 crans plus bas pour savoir si je mets un E ou si je mets pas de E. Et j'entends rien, c'est ça tout le problème du français. Il y a très très peu de gens, à moins d'être vraiment dans le sud ou d'avoir une vieille maîtresse sympa qui vous fera chanter. On ne le fait plus, ça, on ne le fait pas, et c'est pas très joli d'ailleurs. Donc les problèmes des accords, c'est aussi ça. C'est quoi mon contexte, c'est quoi mon historique. Et quand l'historique est vraiment longtemps avant, on se dit mince, c'était quoi déjà ? Toi, c'est quelque chose que tu utilises? Tu utilises des correcteurs orthographiques? Oui, bien sûr. Alors, d'une part, parce que je suis prof de français, je suis docteur en sciences du langage, je fais de l'IA, j'écris beaucoup. Et donc, fatalement, il y a plein de gens qui, dès que je fais une faute de français ou d'orthographe, me tombent dessus à me raccourcir en disant « Ah, elle a fait une faute, elle n'est pas si spécialiste que ça ». Alors, personne n'est jamais spécialiste à un point tel qu'il ne fait jamais d'erreur. Pour autant, effectivement, il est de mon devoir, entre guillemets, d'aller vérifier mes écrits.
il y a deux choses un peu différentes pour tout un chacun, surtout quand on n'est pas familier avec la lecture, quand on n'est pas familier avec l'orthographe, parce que lire beaucoup permet d'améliorer son orthographe. Il y a deux choses différentes, disais-je. D'une part, est-ce que j'écris vite fait parce que j'ai vraiment besoin d'écrire maintenant pour laisser un mot à X, pour le prévenir que je suis en retard. Il y a du spontané dans ma conversation, auquel cas, normalement, on devrait pouvoir quand même pardonner une faute d'orthographe. Quelqu'un qui vous dit « je suis en retard, j'arrive, je fais au plus vite ». Bon, s'il retard et mal écrit, il est quand même bien gentil de m'avoir prévenu que je me mette à l'abri dans un café plutôt que de prendre la pluie dehors. Expérience vécue, évidemment. En revanche, si c'est une lettre que je veux vraiment voir lu par mon destinataire et que pour moi tout ça a de l'importance et que donc je suis sur un temps différé de préparation avant de l'envoyer, c'est quand même de mon ressort de me dire tiens, le correcteur orthographique, je corrige mes erreurs, comme ça mon message est mieux lu et il est plus agréable pour mon destinataire puisque c'est aussi une question de dialogue, d'interaction. Donc oui, moi aussi, j'utilise des correcteurs orthographiques. Soit j'ai la chance parfois, parce que c'est important d'avoir un compagnon à qui je dis « tu peux me relire ça, s'il te plaît, vite fait, merci ». Parce que quand on n'est pas l'auteur du propos, on voit plus vite les fautes de l'autre. C'est pas une question de sentiment amoureux ou pas, c'est vraiment une question de vous n'êtes pas l'auteur, vous les voyez plus vite et plus facilement. Et puis quand je suis toute seule ou parce que c'est pressé, j'utilise des correcteurs automatiques, effectivement, proposés dans le commerce, des logiciels. J'utilise évidemment surtout... Alors j'ai tendance en plus, moi, à utiliser tout ce qui est logiciel de traitement de texte, mais sans correcteur, parce que je vais vite et parce que j'en ai besoin pour mes machines, parce que je scripte avec ça, bref, peu importe, mais voilà, il n'y a pas de correcteur orthographique intégré et souvent on oublie des lettres. Ça aussi, c'est une forme de faute d'orthographe qu'on n'a pas citée tout à l'heure, parce qu'on va vite, parce qu'un clavier, c'est particulier. Et voilà, donc la relecture est importante et je passe des correcteurs orthographiques, bien sûr. Ok. Comment tu différencies un bon correcteur d'un mauvais correcteur ? Le contexte, encore une fois. Quand on parle de correcteur orthographique, on peut vérifier un mot dans son entité. Alors, on va poser la grande question que posent tous les linguistes, qu'est-ce qu'un mot ? En français, c'est pas évident. Aujourd'hui, deux mots, un seul mot, d'accord. Deux mots, un seul mot, d'abord. Deux mots, un seul mot. Comment on fait ? Comment on traite cette apostrophe ? Qu'est-ce qu'on dit de l'unité sémantique que doit représenter le mot ? Un informaticien vous dira c'est une suite de caractères entre deux blancs. Ok, merci, avec ça on va aller loin. Pomme de terre, je mets des traits d'union, je mets pas de traits d'union, je fais quoi ? C'est juste une pomme ou c'est une pomme de terre ? C'est une pomme de très bonne terre ? Voilà, il y a quelques trucs de linguiste, vous voyez, j'ai rajouté des adverbes, comme ça j'essaye de voir le degré de figement de l'ensemble. Est-ce que c'est une expression, est-ce que c'est un mot tout seul, et donc une suite de caractères entre deux blancs ? Mais c'est pas facile en français, qu'est-ce qu'un mot ? Mais pour autant, les correcteurs orthographiques ont tendance à se servir de ce token, de ce jeton, de ce mot, et de se dire, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est mal écrit, par rapport à une norme que l'on a des dictionnaires, des corpus. Les vrais bons correcteurs orthographiques, ils ont un modèle de langage. Non, je ne parlerai pas de ChatGPT, trop tard, c'est dit. Mais il y a un modèle de langage. Scoop, pour tous les gens qui nous écoutent, les modèles de langage, qu'ils soient larges ou étroits, ne sont pas là que pour générer des phrases. Ils peuvent aussi en infuser, en analyser, sans me donner une phrase en sortie, mais en me donnant d'une certaine façon ce qu'est, en faisant une photographie plutôt, de ce qu'est l'usage langagier d'une population à un moment donné. Et quand il y a un modèle de langage dans un correcteur orthographique, ça permet de prendre en compte ce contexte, ce fameux N-1, N-2, N-3. En français, on ne va pas au-delà, ça ne sert à rien. Mais N-1, N-2, N-3, c'est qui, c'est quoi ? Et d'un coup, je sais s'il faut que je fasse mes accords, de quel mot, entre guillemets, je parle, à quoi je fais référence. Donc les vrais bons correcteurs orthographiques, ceux qui embarquent un modèle de langage. C'est quoi ton correcteur orthographique préféré ? Alors il est, me semble-t-il, d'outre-Atlantique, j'adore Antidote. Mais on va me dire qu'il n'est pas portable sur toutes les machines, c'est vrai, mais il est super bon. Donc voilà, puisque tu me demandes, je le dis, pour moi c'est Antidote. Donc québécois. Québécois, il me semble, oui. À vérifier, mais il me semble. Et tu peux différencier du coup le québécois du français directement dessus ? Oui, alors il y a ça aussi qui est important. Effectivement, le français,
on pourrait dire les français, il y a le français de Suisse, le français du Québec, les français d'Afrique, puisqu'à plusieurs endroits d'Afrique, on parle français et on rajoute des mots, on rajoute des accents. Tout n'est pas question que de voix et d'accent. Il faut bien avoir en tête qu'une langue est parlée aussi à travers ses expressions. Mathieu Avenzi, pour lui faire de la pub, bonjour Mathieu, fait de très jolies études sur ces expressions qui appartiennent à une région, qui appartiennent à une population, qui appartiennent à une époque. Et ça permet par exemple de se rendre compte que décevoir en bien pour nos amis suisses, c'est plaire beaucoup, si vous voulez. Voilà. Camembérer en Afrique, c'est sentir très fort. Et l'image est tout à fait parlante. Il y a plein de mots et d'expressions comme ça qui appartiennent à une population. Le cache-poussière ou le tablier, la carafe ou le bro. Est-ce que voilà, il y a toutes ces expressions-là qu'on utilise. Et dans un correcteur orthographique, normalement, les modèles de langage, peut même y en avoir plusieurs, contextualisent et peuvent faire la différence entre faire du lèche-vitrine et faire du shopping et toutes ces expressions qu'on utilise en fonction des endroits où on se trouve. Pain au chocolat ou chocolatine. Par exemple, je n'osais le citer. Je suis plutôt croissant, à condition de rien mettre dedans, contrairement à mes voisins italiens. Super. Est-ce que tu penses que l'utilisation des correcteurs orthographiques peut, à long terme, avoir des effets un petit peu négatifs ? Ah, tu voudrais dire qu'on est un peu paresseux et que d'un coup, on laisse le correcteur bosser ? Honnêtement, je pense pas. Pardon, j'ai soufflé dans le micro. Honnêtement, je pense pas, parce que vraiment, il y a cette imprégnation qui veut que, comme on voit que notre correcteur nous propose cette correction. Alors, je sais qu'il y a des études, je m'y suis pas assez penchée sur le fait qu'écrire manuscritement, c'est-à-dire faire bouger les muscles de ton poignet. Je montre mon poignet droit, mais les gauchers jouent aussi tout à fait de la même façon. Ce simple fait, ce mouvement permet d'ancrer, sans mauvais jeu de mots, mais il est obligatoire, l'écriture justement dans la mémoire et dans ce processus cognitif qui est complexe et qui est celui d'écrire, et que celui d'écrire en cohérence et avec ce que je dis et avec ma langue et avec mon interlocuteur, parce qu'on a aussi une adaptation à celui qui est en face, celui qui va nous lire par exemple. Mais pour autant, les correcteurs orthographiques, c'est aussi de l'information que tu reçois et que tu traites. Et donc tu finis par te dire, ah oui, c'est vrai, je la fais tout le temps cette faute-là, je vais essayer de m'en souvenir. Donc non, je pense pas. La vraie question, c'est comme les langues évoluent, bougent, sont le fruit aujourd'hui, avec nos mouvements de population, notre internationalisation, avec des outils automatiques qui viennent dans nos vies, d'une internationalisation qui fait qu'on fait rentrer des mots d'autres langues. Peut-être certains diront au détriment des nôtres. Tout ça, c'est une question d'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'utilise le plus, quand et comment ? Et les correcteurs m'aident à ne pas faire trop de fautes sur des mots que j'écris, par exemple, moins souvent. Toi, Carole, tu t'es aussi spécialisée dans l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on passe des sciences du langage, de linguiste, à professeur de français, à l'intelligence artificielle ? Alors, justement, par des modèles de langage, je ne le fais pas exprès. Les modèles de langage sont vieux. J'ai voulu, si je raconte un peu d'histoire personnelle, effectivement, faire une thèse en sciences humaines. J'étais prof de français pour pouvoir financer ma thèse et j'ai eu la chance d'être hébergée par un laboratoire d'informatique parce que je voulais travailler sur des vrais corpus. C'est-à-dire pas inventer des phrases en me disant « les gens doivent dire ça », et en essayant d'utiliser ces exemples pour prouver les théories que je voulais prouver ou pour pouvoir analyser les questions, puisque j'ai travaillé sur la modalité interrogative. Mais je voulais prendre des vraies questions dites par des vrais gens, soit à d'autres gens, soit à des robots, à un moment donné. Et pour ça, il me fallait des corpus et des datas. Donc, c'était très à la mode déjà à l'époque. Et j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire d'informatique qui fait de la reconnaissance de la parole, du sous-titrage, de la traduction et de la reconnaissance du locuteur. Petite parenthèse, la reconnaissance de la parole, c'est savoir qu'est-ce qui est dit. Donc là, par exemple, on pourrait avoir un sous-titrage des mots, des phrases qu'on est en train de prononcer, sans forcément faire la différence entre est-ce que c'est Léo, est-ce que c'est Carole qui parle. La reconnaissance du locuteur, ça va être de savoir est-ce que c'est Léo, est-ce que c'est Carole, est-ce que c'est quelqu'un d'autre. On l'utilise beaucoup, la reconnaissance du locuteur, en domotique, par exemple, pour pouvoir ouvrir la porte à celui qui a le droit d'entrer et pas à ceux qui n'ont pas le droit d'entrer. Mais voilà, le labo faisait de la trad, de la reco de la parole et
de la reco du locuteur. Et à force de voir mes collègues informaticiens construire, évaluer, jouer avec ces systèmes, j'ai dit moi aussi je veux jouer. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'IA. Et c'est comme ça que j'ai fait des modèles de langage parce que c'est avant tout des mots, de la manipulation, des usages qui bougent aussi, puisqu'un modèle de langage qui a été fait il y a quelques années avec des vieilles données sera complètement obsolète aujourd'hui pour travailler. Et c'est une vraie question, ça, les dates d'opération sur les corpus et les données. Parce que ça bouge, le français bouge. Est-ce que les correcteurs orthographiques traditionnels, ils sont construits à partir de l'intelligence artificielle? Maintenant, la plupart. On a longtemps eu des bases de données, des tableaux de correspondance, des choses comme ça. Aujourd'hui, de plus en plus, on passe par ces éléments de modélisation du langage différents. Il n'y a pas que le modèle de langage, mais ça compte beaucoup. Et effectivement, l'idée, c'est de prendre les usages au plus large et de manière assez nombreuse pour voir ce qui est fait, ce qui infuse. Un exemple tout bête, c'est que si vous regardez dans le dictionnaire le verbe pallier, eh bien, vous allez voir que pallier est un verbe, alors on va jargonner un peu, est un verbe transitif direct. Normalement, on pallie le manque. Directement, sans préposition, sans rien. Pouf, le verbe, son complément, rien n'entre. Tout va bien. Transitif, direct. Et puis, on entend beaucoup des gens aujourd'hui dire pallier au manque. Tiens, la préposition a fait son apparition, c'est totalement incorrect, c'est grammaticalement incorrect, ça ne respecte pas ce qu'est le verbe au départ. Pour autant, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, les modèles de langage ont les deux en concurrence, puisqu'en fonction de ce que dit les gens, on a pallier au manque, pallier le manque, qui reste encore, pallier le manque fait de la résistance un peu quand même, mais de moins en moins, et on entend de plus en plus pallier au manque. Alors est-ce qu'un jour à l'entrée du dictionnaire, pallier deviendra transitif indirect? Il faut poser la question à un lexicologue, mais c'est possible. Ok. Et alors du coup, si tu devais vulgariser, comment est-ce que ça fonctionne concrètement, une IA de génération de texte? Alors, de génération de texte, effectivement, on va avoir un modèle de langage. On va parler de large language model, donc des très gros modèles de langage. L'idée, c'est d'avoir des corpus de données, mais vraiment beaucoup. Et puis, de pouvoir faire différentes photographies en bougeant l'angle de mon appareil photo, de façon à pouvoir capturer les usages en contexte. J'ai un mot, qu'est-ce qu'il y a une fois avant, 2 fois avant? Et puis comme ça, j'avance et je passe tous mes corpus. Et comme ça, je vais pouvoir trouver des suites logiques qui se reproduisent beaucoup et qui deviennent qui ont une probabilité d'existence plus forte que les voisines. Et comme ça, je me balade et je construis des énoncés. Ok, j'imagine que c'est à partir de ce fonctionnement-là que les correcteurs orthographiques qui sont basés sur l'IA fonctionnent pour corriger les fautes d'orthographe? Tout à fait. Alors, il y a à la fois, comme on le disait tout à l'heure, un regard qui est porté sur le mot tout seul. Est-ce que lui, il existe? Quand le mot est hors vocabulaire, inexistant, jamais vu, aïe, mince, il se passe un truc bizarre. Ça se produit avec tous les néologismes, les mots qu'on invente pour les besoins de la cause. Alors on invente des mots dès qu'on est petit, parce que dès qu'on a un petit problème avec les mots qu'on n'a pas trop bien compris ou qu'on décide d'en faire un, on en fait un, parce qu'après tout c'est pratique. Prenez tous les noms de doudou que vos enfants donnent, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se font et qu'il y a une richesse du locuteur grande. Il y a tous les mots valises, c'est-à-dire que je prends un morceau d'un mot, un autre morceau de l'autre et pam, il y a les traquences qu'on a eues pendant Covid, post-Covid, il y a tous ces mots-là qu'on invente. Il y a tous les acronymes de sociétés qui arrivent et qui vous font des jolies choses. Il y a tous les noms de contrats d'assurance qui sont à moitié de la pub, à moitié le nom réel, et paf, un nouveau mot. Donc des nouveaux mots, des emprunts, des traductions à d'autres langues. Il y a quelque chose qui est assez courant. On prend beaucoup en français un verbe anglais qu'on francise et puis on met ER à la fin et paf, un nouveau mot. Un nouveau verbe, c'est pratique, ça se conjugue facilement, c'est super. Et donc voilà, il y a toute cette évolution du mot, et quand le modèle de langage l'a jamais vu, dans aucun de ses corpus, parce qu'il vient d'arriver, dans un autre genre, un nouveau nom,
le volcan islandais la première fois, il y a quelques années, qu'il est vraiment entré en éruption et qu'il a bloqué l'espace aérien européen, eh bien, je peux vous assurer que tous les correcteurs orthographiques et tous les systèmes automatiques ont fait la tête, parce que c'est la première fois qu'on voyait le nom de ce volcan, avec en plus une suite de lettres qui n'est pas facile à traiter. Donc il y avait vraiment une problématique. Donc dès qu'il y a un truc un peu nouveau, le modèle de langage, il fait au secours, parce qu'il ne l'a jamais vu. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Un modèle de langage, ça fonctionne aussi sur ce qui existe et ce qu'il a vu dans ses corpus. S'il ne l'a jamais vu, soit parce que ça n'existe pas, soit parce que c'est une erreur, la probabilité d'existence, tout de suite, est quand même un petit peu mise à mal. Et voilà, donc c'est ça, c'est cette idée de dès qu'il y a un nouveau mot, ça se passe moins bien. Par contre, des mots qu'on utilise et qu'on utilise beaucoup en contexte, dans les mêmes contextes, ils vont émerger facilement. OpenAI, par exemple, travaille avec des linguistes. C'est le travail des linguistes, au final, de faire ces mises à jour-là dans les modèles. Avant, les linguistes, par exemple, en traduction, travaillaient vraiment avec et presque dans le système. Aujourd'hui, le boulot d'un linguiste, c'est souvent en amont pour préparer les données. De quoi on alimente le modèle ? Est-ce qu'on fait des modèles spécifiques ? Auquel cas, c'est quoi les frontières de mon modèle ? C'est quoi le monde dans lequel j'évolue ? Quels sont les impératifs de corpus que je dois mettre dans les systèmes pour qu'il apprenne la langue des gens, de la cible, on va retrouver du vocabulaire de marketing, mais voilà, c'est quoi ma cible, c'est quoi mon usage, et donc qu'est-ce que je vais mettre comme vocabulaire, comme type de corpus, comme type de mots dans mes apprentissages pour que le système apprenne. Généralement, on laisse le système apprendre sur des très très gros corpus comme avec les LMM. On laisse, il y a pas mal de choses qui sont infusées par le système lui-même, qui sont calculées par les réseaux de neurones d'un sens, d'un autre, etc. Donc le travail est plutôt en amont dans la préparation des données et en aval dans l'évaluation. J'ajouterais qu'il y a aussi ce phénomène d'annotation et de correction avec les LMM, OpenAI et pas mal de concurrents aujourd'hui. On sait que pour ChatGPT, on a eu pas mal d'annotations de corpus pour faire sortir des modèles, ce qui n'est pas acceptable, pour pouvoir contrôler les réponses. Quand ils génèrent des réponses, que ce soit le chat ou d'autres, citons Bard, citons Claude, pour aussi citer les petits confrères et les petits copains, on se rend vite compte qu'il y a une espèce de pattern, de processus de réponse, de choses qui est un peu feuilletonné, où il y a c'est un scénario qu'on déroule et les étapes du scénario ont été préparées. Il y a une forme d'heuristique, de travail sur les sorties qui fait que ça aussi, ça peut être du boulot de linguiste, oui. Ok. En 2023, OpenAI, ça a explosé, ChatGPT, ça a explosé. Et à l'été 2023, il y a beaucoup d'étudiants ou de personnes qui passaient le bac, par exemple, qui ont utilisé ChatGPT pour leurs devoirs. Par rapport à ça, il y a des modèles qui ont été construits pour permettre de détecter une copie qui avait utilisé ChatGPT. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on détecte un texte qui a été généré par ChatGPT ? Alors, c'est de plus en plus difficile. On peut le faire de manière plus ancienne. Il y a deux choses. Alors, il y a l'œil humain. On m'a souvent dit « Ouais, mais un prof ne pourra pas savoir et se fera avoir ». Honnêtement, chers amis étudiants, pensez-vous vraiment que quand j'ai l'habitude de lire vos copies, c'est-à-dire dès la 2e ou 3e copie, ça va vite, un cerveau humain, je ne me rends pas compte de ce qui est votre style, de ce que sont vos habitudes, de ce que sont vos fautes, et que quand franchement ça ressemble à ce que fait quelqu'un d'autre ou que ça ressemble à pas du tout ce que vous faites d'habitude, je me dis il y a un hic. Soit il a été aidé à la maison, et après tout pourquoi pas s'il en a appris quelque chose, soit là vraiment c'est pas de sa signature à lui et il y a un problème et j'en discute avec lui. Donc déjà pour ce qui est de l'œil humain et du cerveau humain, il faut arrêter le côté de c'est indétectable pour les profs. Les profs sont pas idiots, les prenez pas pour on lit vos copies, on regarde, on est habitué à votre style, on sait ce qu'on a dit nous-mêmes en cours, donc quand on retrouve des éléments de notre cours, on sait que vous les avez plus ou moins bien infusés. Quand c'est les éléments du bouquin qu'on a conseillé en biblio, pourquoi pas. Quand c'est un truc qu'on voit partout sur Wikipédia, même nous on l'a lu le truc de Wikipédia, donc on sait qu'on est en train de se faire avoir. Voilà, il y a cette espèce de résurgence de suite de mots qui n'est pas de vous, qui n'est pas signé vous, et dont on se dit, tiens, il y a un truc là. Donc voilà, le cerveau humain est capable de faire ça. Vous me direz, ça demande un apprentissage, donc les premières fois, en one-shot sur un examen, pourquoi pas. Il y a un degré de figement, j'en parlais tout à l'heure, de certaines phrases issues des modèles de langage. C'est très figé, c'est très... Le style sonne
sujet, verbe, complément d'une façon particulière qu'on lit partout, qu'on voit partout. Je vous parlais des réponses à l'instant des LMM. Il y a une façon de ne pas s'adresser directement à l'autre ici et maintenant, mais d'avoir un truc plus générique pour que ça soit valable un petit peu malgré les dissensions du dialogue ou l'élément présent. Et donc là, ça sonne un peu faux, on le voit. De manière plus technique et technologique, on peut répondre à un modèle de langage par un autre modèle de langage et faire des perplexités et se rendre compte que quand vraiment les perplexités, alors je ne veux pas développer les maths, mais quand c'est strictement pareil, ça s'effondre et que c'est infusé les uns des autres et que y a du plagiat, quand ça change un peu et que ça bouge un peu, c'est que c'est de l'écriture personnelle et on sort un peu des canons, des sentiers battus et donc voilà. Alors évidemment sur des discours très très convenus comme une annonce immobilière, que ce soit moi, ChatGPT ou un agent immobilier, on va tourner autour du même wording, pour le dire rapidement, même si j'aime pas utiliser des anglicismes. Un appartement vu sur mer, très belle salle de bain, on peut tous l'écrire. En revanche, un article de journal, même en citant un marronnier de la presse, parce que ça va bientôt être le Black Friday, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les soldes en ce moment, Noël et sa préparation, etc. On va tous tourner autour des mêmes constructions, du même vocabulaire. Mais moi, par exemple, à titre personnel, je mets beaucoup d'adverbes dans mes phrases, donc vous saurez que c'est moi. D'autres vont faire des phrases très courtes, ou sans verbe, ou avec une ponctuation particulière. C'est tout ça qu'on peut réussir aussi à recapturer avec un modèle de langage. Et puis en comparant un gros, un petit, le vôtre, ceux qui sont déjà faits, on sait si c'est stricto sensu la même chose ou pas. Ok. Je vais un petit peu m'éloigner du sujet du coup, mais comment est-ce qu'on peut générer un bon prompt pour générer un texte qui nous correspond au final? Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a tous les éléments data que vous partagez avec le modèle, c'est-à-dire qu'une des grosses qualités des LMM, c'est que vous pouvez aussi en entrée lui donner des données qu'elle va recalculer à chaud, un petit quelque chose, pour à partir de ces données à elle, faire une cuisine. Je vais un peu vite dans l'explication, les spécialistes vont me tuer, mais voilà, on est dans cette idée, pour faire une mayonnaise qui convienne à partir de vos données. Plus vous lui donnez du vous, vos mails, vos quotidiens d'écriture, plus elle va faire du vous. Parce qu'elle va capturer comme ça des suites d'expressions, de mots qui fonctionnent bien chez vous, qu'on revoit beaucoup chez vous, que vous utilisez fréquemment. Ça va plus loin que, vous l'avez tous fait enfant, nous en tant que prof, on a forcément des tics de langage dans nos cours et les élèves au bout d'un moment font « Ah, t'as vu, madame machin, elle dit tout le temps ça » ou mon compagnon, par exemple, en cours d'intelligence artificielle, dit assez régulièrement, désolé Paul, c'est trivial. Ces étudiants détestent l'entendre dire ça, moi ça m'amuse beaucoup. Et effectivement, du c'est trivial, c'est signé Paul, quoi. On le sait. Mais ça va encore plus loin que ça, hein, LMM. C'est-à-dire que ça va aller aussi capturer des choses où même vos élèves et vous-même vous ne vous rendez pas compte que vous avez ces récurrences, ces signatures langagières que vous utilisez souvent. Et donc, ça va pouvoir vous les redonner et ça aura l'air d'être vous. Donc, il y a ça, les données que vous acceptez de partager avec lui. Petit bémol, je vous rappelle qu'une donnée, ça vous appartient et que si vous ne voulez pas la mettre dans le pot commun, la donnez pas, tout simplement. Et par ailleurs, pour le prompt, juste donc cet énoncé introductif, ayez en tête cette idée des matrioshkas, des poupées russes, de la plus grosse à la plus petite, avec ce degré de granularité. Plus vous donnerez un contexte serré, structuré à la machine, plus il vous répondra pile poil dans la cible. Donc, on resserre, on évite les adverbes génériques, on évite tout ce qui est très relatif, on contextualise de manière objective, on donne le mot qui décrit, qui va bien, terminologique, celui du cas d'usage, on lui dit de se mettre réellement dans ce contexte-là, d'énonciation, ça c'est un mot de linguiste, mais en gros, qui parle à qui, à quel moment, de quoi. Qui parle à qui, à quel moment, de quoi. Vous mettez ces réponses-là dans votre prompt et emballez, c'est posé. Et au niveau de la structure du prompt, on entend aussi souvent, là c'est pas forcément pour générer un texte, c'était plus pour effectuer une tâche. On entend souvent qu'il faut structurer de telle façon en disant le contexte dans un premier temps, puis donner un rôle à ChatGPT ou en tant autre. que juriste, en tant que... Alors,
Ça fonctionne bien parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, ça fait appel à des sous-domaines, à des parties du modèle de langage où il va être cœur de cible. Donc c'est pour ça qu'on rejoint mon histoire de frontières, de contextualisation. D'un point de vue purement grammatical, plus vous faites court, mieux c'est. Parce que les énoncés longs, c'est forcément une idée de contextualisation, d'ambiguïté, de sous-entendu possible qui découle de ce qu'il y a avant pour mieux expliquer ce qu'il y a après. Sujet, verbe, complément, point, on fait simple, on fait court, quitte à justement itérer, d'où l'idée aussi de cette matrioshka, et à redemander des réponses. Comment est-ce que les institutions académiques, du coup, elles peuvent utiliser des modèles d'intelligence artificielle très connus maintenant, comme par exemple ChatGPT, pour enseigner le français et l'orthographe, par exemple, à leurs étudiants? Alors, avec des petits, avec des enfants, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, avis à mes anciens collègues. Ce sont souvent des modèles, pourquoi je dis souvent, ce sont des modèles à majorité anglophone, c'est-à-dire que les données d'apprentissage sont d'abord et avant tout des données en anglais, avec de l'anglais, alors qu'il soit d'Angleterre ou d'outre-Atlantique, annoté par des locuteurs pas forcément natifs, mais au moins anglophones. Donc il y a ce biais de langue anglaise qui compte beaucoup. Et qui donc va nous amener vers des structures de phrases courtes avec beaucoup de lexique qui décrit et la part moins belle à une construction grammaticale. Je m'explique un truc tout bête, comme ça vous allez comprendre. En français, le mot mouton peut faire référence à un petit animal charmant qui donne de la laine et qui est bouclé parfois, qui gambade. Ça peut faire référence au même animal, mais cette fois-ci dans le couscous et vous le mangez. Ça peut faire référence à celui qui est sous l'armoire parce qu'on n'a pas passé l'aspirateur, et on parle de mouton de poussière. Ça peut être un mouton en mer, c'est une situation particulière qui vous indique qu'il ne faut pas prendre la mer parce que le temps n'est pas bon. Et ça peut être, on parle chez les chevaux de moutons mis sur le nez, sur le chanfrein des chevaux pour les apaiser un peu. Et c'était originellement en peau de mouton, donc ça s'appelle un mouton par ce mécanisme. Voilà. À chaque fois, j'ai dit mouton et j'ai rien dit d'autre. Et pourtant, j'ai évoqué des réalités, des références en langue complètement différentes. J'ai qu'un seul mot de vocabulaire. Les Anglais en auront plusieurs. Voilà. L'anglais est une langue lexicale, un mot, une réalité, et puis c'est bloqué. Alors, bien sûr, je caricature, parce que... Et il y a de la finesse aussi dans ce lexique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais les Français, pour comprendre, vont avoir besoin de contexte. Ok. Et donc, on est dans cette nécessité en français de mettre un peu de contexte. Donc, on est souvent embêté avec des prompts, avec ChatGPT et autres, parce que nous, on a envie de mettre du contexte, on a envie de mettre des mots, et puis c'est pas forcément ce qui est le plus efficace en sortie. Mais pour travailler avec des enfants, ce qui peut être rigolo, c'est de travailler avec la prof d'anglais, puisque justement, c'est beaucoup appris sur des modèles anglais, donc voir les différences, et puis travailler sur ce qu'on appelle les collocations, ou les expressions figées. La peur est bleue en français, elle ne le sera pas en allemand, par exemple, et on a des expressions. Si on prend de l'anglais, « It's raining cats and dogs », si vous le donnez, j'ai fait l'expérience au début de Midjourney, l'image produite était dingue, était drôle parce que vous voyiez un pauvre chat à la Garfield dans une flaque d'eau, l'air un peu revêche, genre qu'est-ce que je fous là, pourquoi? Mais il n'y avait pas de chien, alors que j'ai explicitement écrit « It's raining cats and dogs », parce qu'en fait c'est une expression figée qui veut dire et qu'on traduit en français par « il pleut des cordes ». De la même façon, si vous demandez à un générateur d'images à partir du prompt « dessine-moi un endroit où il pleut des cordes », vous allez voir que ça va être drôle. Alors, s'il pleut des halbardes, halbardes étant peu présent dans les corpus d'apprentissage, on rigole. Et s'il pleut comme vache qui pie, je peux vous assurer que vos sixièmes vont rire, mais pas parce que des vaches seront en train d'uriner. Donc, il y a cette notion de figement dans la langue, d'accompagnement du contexte qu'on peut travailler avec des générateurs d'images ou des générateurs de texte et voir qu'ils se plantent. Et comme ça, les élèves apprennent qu'effectivement, tout n'est pas à prendre au sens littéral, qu'il y a une structure de phrase, qu'il y a du figement dans la langue, etc. Donc ça peut être rigolo à faire avec des sixièmes, des cinquièmes, par exemple, sur les travaux d'orthographe. Ce qui peut être drôle aussi, c'est de voir les répétitions, de voir tous ces éléments
Ou en français, on va leur dire travaille un peu ton expansion du nom, donne plus de détails. Mais voilà, c'est pas tellement ce que fait le chat et les autres, puisqu'ils ne sont pas appris sur ces intentions-là. Et puis, en dernier lieu, avec des plus grands, eh bien, vous allez infuser le commun de la connaissance, une espèce d'infusion vraiment comme le thé. Et qu'est-ce qu'on fait de cette infusion ? Est-ce que c'est vraiment un substrat et vous l'utilisez comme tel et vous l'avalez comme tel et youpi ? Ou alors est-ce que vous allez avoir besoin de faire pousser des choses sur substrat parce que vous vous rendez compte que c'est un peu court et qu'il faut creuser ? Comment vous pouvez poser un prompt de plusieurs façons ? Puis on compare les sorties parce que normalement on ne devrait en avoir qu'une. On a plusieurs façons de demander les choses, mais on veut une seule chose en sortie. Et ça, on a bien idée de ce qu'on veut. Et pourtant, à chaque fois qu'on va demander les choses de manière différente, la réponse ne sera pas stricto sensu la même. Alors qu'est-ce qui se justifie dans ces différences ou qu'est-ce qui ne se justifie pas ? Ce sont autant d'éléments qu'on peut travailler en français et dans d'autres langues, ne serait-ce que pour faire du multilingue, pour voir justement quelles sont les cohérences, les incohérences, les rapprochements à faire. En fait, l'idée, c'est de rendre l'utilisation de ces outils ludiques et de les accompagner surtout dans l'apprentissage de ces outils. Tout à fait. Ça ne nous viendrait pas à l'idée aujourd'hui d'utiliser un correcteur orthographique, d'utiliser les quelques expressions figées qu'il vous propose. Vous rajoutez votre patte. Et bien, avec des chats GPT et consorts, c'est la même chose. Et éventuellement, ça peut vous aider à faire de la recherche documentaire sur de très très larges documents. Qu'est-ce que vous amendez ? Qu'est-ce que vous corrigez ? Qu'est-ce que vous contrôlez ? Carole, où est-ce qu'on va avec tous ces outils d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Bard dont tu parlais tout à l'heure, et les autres, par rapport à l'évolution de la langue ? Alors, je sais que ça inquiète beaucoup les gens, et pour leur profession au quotidien, et ce qui ne va pas nous piquer notre travail, ce chat, et de manière générale pour l'évolution des langues et de la culture. Je crois beaucoup, parce que comme tout un chacun, je peux être paresseuse à mes heures perdues, et je peux trouver ça pratique, je crois beaucoup à l'ennui aussi. C'est-à-dire qu'on nous parle en ce moment beaucoup de storytelling, du parler de soi, de retour d'expérience, etc. Et au bout d'un moment, si on lit partout les mêmes trucs, je suis désolée, mais ça vous tombe des mains, même si c'est pas physiquement un livre, et vous en avez marre et vous voulez du contenu un peu innovant, un peu... Sauf que l'innovant et le nouveau, alors j'ose pas dire disruptif tellement c'est moche, mais ça me surprend. C'est pas un modèle de langage qui va vous le donner parce qu'il est pas fait pour il pourra vous faire rire, mais il est pas fait pour créer de la surprise. Il est fait pour vous donner ce qu'il connaît et ce qu'on utilise tous. Donc question surprise, il est un petit peu limité et on aime les surprises. Et mine de rien, on aime se laisser surprendre, on aime se laisser séduire. Et ce pouvoir de séduction, un modèle de langage ne l'a pas. Ce pouvoir de surprise, il ne l'a pas. Et je pense sincèrement que l'ennui va nous pousser à utiliser ces outils pour créer le petit truc à la fin. Un peu comme dans tous les scénarios où vous êtes sûr de vous dire « Ah, c'est très cliché, je connais la fin ». Et où la fin est tellement géniale que vous vous dites « Waouh, super ». Super. Bah, écoute, super réponse. Je propose qu'on finisse là-dessus. Est-ce que tu as une redirection à faire pour les personnes qui nous écoutent, pour les inviter à aller voir ton travail ? Ah bah avec grand plaisir, et puis ça me poussera à refaire mon site qui est actuellement très très joli, promis, je vous en prépare un très très joli. J'écris beaucoup autour de la gazette du scribe, de la minute de la linguiste, du mot des usages. En gros, ce que j'ai tendance à dire, et n'hésitez pas à me demander de faire ça avec vous, c'est que des données et des usages langagiers de la langue, revenons avec toutes ces technologies aux langues et intéressons-nous à ce qu'on raconte et à la façon dont on le raconte. Super, merci Carole. Merci à toi.